Salut les CM, bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast du CM. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le premier, c'était un récap de mon voyage à Bali et du voyage en solitaire. Donc j'expliquais voilà, mon voyage en solitaire, comment je voyais le voyage en solitaire pour ceux qui avaient peur de se lancer et aussi de ce que j'ai pensé de Bali, de l'Indonésie et des îles aux alentours. Là c'est un deuxième épisode, donc bon, pour situer le contexte, le podcast du CM c'est juste, contrairement aux vidéos où je prends juste un sujet, j'essaie de le faire en 10 minutes, 5-10 minutes ou un peu plus. Voilà, j'ai un temps imparti, tout ça, j'essaie de mieux structurer. Là, c'est plus un podcast où je parle tranquillement, sans coupure, sans rien. Et de toute façon, je vous mets des timecodes, parce que ça peut être long. Donc si vous êtes en voiture, si vous faites la cuisine, si vous allez courir de ça, vous pouvez écouter. Mais voilà, si vous voulez aller directement à certaines parties, certains sujets, vous pouvez également. Et donc c'est juste un podcast où je parle, voilà, sans coupure, sur plusieurs sujets. Je vais prendre des sujets de base, puis je vais les développer, puis je pourrai aller sur d'autres choses aussi également. Aujourd'hui, les sujets, ça va être sur l'offre parfaite, sur trouver des clients, et également sur vendre. Donc, j'aimerais commencer là-dessus par rapport aux offres. Donc, un truc que j'ai remarqué sur les offres dans le domaine du community management, c'est que c'est souvent pareil, c'est souvent les mêmes choses qui reviennent, et c'est vrai parce que il y a une base qui revient tout le temps. C'est vrai qu'il y a une base qui revient tout le temps, de toute manière, une offre de community manager, c'est toujours divisé en 3 parties. Il y a une partie création du contenu, donc la création du contenu, ça enveloppe tout ce qui va être les visuels, ça enveloppe les vidéos, donc les différents formats, carousel, post classique, reels, ou des posts écrits si vous êtes sur... voilà, l'écriture des posts aussi si vous êtes sur Instagram pour les descriptions, sur LinkedIn, voilà. Et également les stories qui sont comptées dedans, donc tout ce qui va être la création du contenu. Donc ça, c'est normal de le mettre dans n'importe quelle offre de CM, vous allez avoir ça. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est interaction avec la communauté, donc gestion de la communauté. Donc ça, c'est les commentaires et les messages privés. Il n'y a pas 30 000 manières d'interagir avec eux. À l'écrit, généralement, voilà, ça se passe par l'écrit, par les commentaires ou les messages privés. Ensuite, derrière, il va y avoir tout ce qui est les stratégies. Donc, quelle stratégie est-ce qu'on a mis en place en termes de stratégie de contenu, stratégie d'acquisition, stratégie aussi de conversion, comment on fait pour emmener les personnes dans la boutique en question, dans la boutique e-commerce, dans la boutique physique, ou sur une liste email, ou sur des appels téléphoniques. Voilà, quelles sont les stratégies qu'on a mis autour de cette création de contenu et de cette interaction avec la communauté. Donc, c'est vraiment ces 3 piliers-là qui font une offre de community manager. Et souvent, les personnes en restent là et font la même chose, on va dire, pour n'importe quelle cible, alors que la spécificité d'une bonne offre et d'une offre idéale, elle se trouve dans les détails. Et bien comprendre ça, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que oui, ces 3 piliers-là, évidemment, vous prenez n'importe quelle entreprise, il va falloir faire des publications, interagir avec la communauté et faire des stratégies. Mais la spécificité, elle va plutôt se trouver dans comment est-ce que derrière on convertit, sur quel type de produits, de services on convertit, comment est-ce que ça se passe exactement. Je vous prends 2 exemples, mais plusieurs exemples. Par exemple, si vous prenez une salle de sport, je veux dire une pâtisserie, une agence immobilière pour des trucs physiques, un cabinet, je sais pas moi, de dentiste, vous prenez en ligne des e-commerce, des organismes de formation. Vous prenez, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre, on va prendre ça déjà comme cible. C'est que des cibles qui sont vraiment différentes. Et ça, j'en ai parlé dans mes vidéos. C'est vraiment que des cibles qui sont bien différentes. Et du coup, la manière de travailler, ce que vous allez pouvoir proposer ne va pas du tout être pareil. Il y a des spécificités. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour un e-commerce ou pour un organisme de formation où les personnes ne voudraient pas se montrer et être en personal branding, c'est-à-dire travailler avec leur image, ça va être une offre différente d'une offre où quelqu'un, comme un coach, qui sera en personal branding et qui parlera avec son image face caméra. Ça va être 2 offres différentes. Dans une, vous allez axer sur le développement du personal branding de la personne, sur son image, lui fournir des scripts, lui fournir des sujets à tourner. Vous allez devoir travailler en collaboration avec lui pour trouver des sujets, travailler sur son image à lui, tout ça. Alors que sur un e-commerce, un organisme de formation qui voudrait délier l'image du fondateur et pas forcément plus travailler la marque que le personal branding,
eh ben, on va pouvoir travailler avec des créateurs, on va pouvoir prendre des créateurs UGC, on va pouvoir les mettre, travailler avec sur les réseaux sociaux, on va trouver des têtes, des images d'affiches de la marque que l'on va mettre sur les réseaux sociaux. Donc ça va déjà être différent. On va travailler de manière différente sur plusieurs autres points. Des fois, l'objectif, ça sera de capturer des leads email sur certains, comme par exemple un organisme de formation ou un coach, s'il vend par webinaire, par exemple, on va faire en sorte qu'il puisse capturer des leads email ou des leads téléphoniques s'il vend direct au téléphone. Pareil pour une agence immobilière. Entre une agence immobilière et un cuisinier, par exemple, une cuisine, un restaurant, ça va pas du tout être la même chose. Un restaurant, vous allez pouvoir faire de belles vidéos sans que les cuisiniers aient à se montrer. On va filmer les assiettes, on va filmer les plats, le déroulement, comment sont faits les plats. Une agence immobilière, on va plutôt filmer les biens, mais ça peut être aussi bien de donner du conseil. Un agent immobilier peut se mettre face caméra, faire visiter le bien, donner du conseil, etc. Et le travail dans l'offre ne va pas être le même. Le travail dans l'offre ne sera pas du tout le même. Il y a plein de choses qui vont voilà. Et puis un restaurant, l'objectif c'est de faire aller les gens sur la boutique et sur le point de vente et de travailler avec le restaurant, parce que un restaurant, une pâtisserie, quelque chose comme ça, c'est des entreprises où l'achat est facile. Dans des entreprises où tu rentres, tu achètes généralement. Tu rentres rarement dans un restaurant, une pâtisserie, puis tu ressors sans rien. Alors qu'une agence immobilière, une concession automobile, là c'est plus de la capture de leads, parce que va falloir que derrière l'agent immobilier, la personne, le vendeur, puisse vendre ses biens, parce qu'on n'achète pas une maison comme ça dans la plupart des cas. Donc il y a plein de différences, et les subtilités de vos offres, elles se trouvent là-dedans. Elles se trouvent dans les petits détails qui font la différence entre telle et telle cible. Dans les grandes lignes, une offre c'est la même, parce qu'une fois au téléphone, une personne m'avait dit « Ouais, moi je comprends pas quand tu dis ça, parce que au final, il faut toujours faire des stories, peu importe le client, il faut toujours faire des posts. » Oui, dans les grandes lignes, c'est la même chose. C'est juste dans les petits détails que tout change. C'est juste dans les petits détails que tout va changer, et les spécificités de chaque offre par rapport à tel client, telle entreprise, tel réseau social, tel objectif. Tout change, et c'est là où vraiment il va y avoir des spécificités. Je vous donne quelques exemples de moi, ce que j'avais fait comme offre qui avait bien marché en 2022. Cette offre-là, c'est cadeau, maintenant vous pouvez l'essayer, mais c'est plus compliqué aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus de monde en un an, ça n'a rien à voir, mais j'avais surfé sur la vague des Reels. J'avais contacté plein de chaînes YouTube. Je leur avais dit, écoute, moi je prends toutes tes vidéos, je les recycle, on en fait 30 par mois, on en fait une par jour. Je recycle toutes tes vidéos, je les mets format vertical et on les remet sur tous tes réseaux sociaux. TikTok, Instagram, on remettait même Pinterest, Twitter, tous les réseaux sociaux, Facebook, Reels. Ça, c'est un truc que je fais encore avec certains clients aujourd'hui, mais ça, par exemple, c'est une offre spécifique pour les chaînes YouTube. J'aurais pu faire ça avec aucune autre chaîne YouTube, avec aucune autre entreprise, parce que je vendais sur un gain de temps, un gain d'énergie, potentiellement un gain d'argent également. À court terme, c'était pas évident, mais à long terme, voilà, tu travailles sur la visibilité, la notoriété, on capturait aussi des leads potentiellement, donc aussi un gain d'argent. Et du coup, ça a bien marché parce que t'avais beaucoup de youtubeurs qui voulaient surfer sur la vague des Reels. Quand je dis youtubeurs, c'est pas forcément travailler avec Squeezie ou des mecs du divertissement, hein. C'était des youtubeurs qui vendaient du produit-service, qui vendaient des choses sur YouTube. Mais quand même des belles chaînes YouTube à plusieurs dizaines, centaines de milliers d'abonnés sur des thématiques où tu vends des produits-services, c'est déjà des belles tailles d'audience. Et donc du coup, en fait, c'était une offre que j'aurais pu faire pour personne d'autre en fait. J'aurais pas pu dire à un restaurant, tiens, je recycle ton contenu, il faisait pas de contenu. Là, c'était vraiment une offre spécifique chaîne YouTube pour des gens qui savaient qu'il y avait un truc à faire avec les Reels, mais qui n'avaient pas le temps, l'énergie ou l'envie de surfer dessus en sur-mesure, en faisant eux-mêmes du contenu. Donc moi, j'arrive en sauveur et je leur dis, écoute, tu veux surfer sur cette vague-là ? Moi, ce que je te propose, c'est qu'on va recycler toutes tes vidéos, on va les réessayer, on va les remettre au format vertical avec des sous-titres. Et voilà, on remet ça de partout sur tes réseaux. T'as rien à faire, et voilà. Et ça a bien marché. Alors des fois, il y avait des avantages et des inconvénients à cette offre-là. Il y avait des personnes qui avaient des vidéos YouTube qui étaient faites pour être bien recyclées et ça marchait. Il y en avait d'autres qui avaient des sujets, des chaînes YouTube qui marchaient difficilement en recyclage. Après, ça dépend. J'ai déjà fait des résultats impressionnants. Une chaîne YouTube d'une cliente où on est monté alors j'avais commencé un peu avant 2022 avec elle, parce que c'était une plus vieille cliente, on avait surfé sur la vague TikTok, on était monté à plus de 500 000 abonnés en un an. Mais ça, j'ai des clients aussi sur lesquels on a galéré à aller à 1000 abonnés, quoi. Donc ça dépendait vraiment
de quelle thématique il parlait, de la personne, ce qu'elle disait dans ses vidéos, comment elle le disait aussi. Donc il y avait des avantages et inconvénients, mais en tout cas j'ai surfé sur cette vague-là, qui ne pouvait être faite qu'avec ces personnes-là, parce que recycler des vidéos YouTube, parce que les personnes veulent surfer sur cette vague-là, mais elles n'ont pas le temps et l'énergie, et toi tu viens en sauveur, tu t'occupes de tout, tu peux le faire qu'avec ce type de client-là, tu peux le faire avec personne d'autre. Donc c'était vraiment une offre vraiment fit pour ce marché-là, et qui était très bien, et j'ai surfé là-dessus, j'en ai vendu des dizaines, entre 1000 et, on va dire, entre 1000 et 2000 euros, et franchement, par mois, et par client, voilà. Donc c'était mon, en fonction, voilà. Après il y avait des options sur l'offre et tout, mais c'était entre 1000 et 2000 euros par mois. Je déléguais le montage vidéo, franchement, je m'occupais de rien. J'avais quelqu'un qui postait, j'avais quelqu'un qui prenait les passages de vidéo, j'avais quelqu'un qui les montait, et j'avais quelqu'un qui les postait. Et je faisais une belle marge quand même sur les prestations, même en déléguant, parce que c'était des prestations et on déléguait, c'était des prestations assez simples à déléguer, qui prenaient pas trop de temps, donc ça me coûtait pas très cher à déléguer. Donc, puis on avait notre process en place, ça allait assez vite. Donc ouais, c'est ce que j'ai vendu en 2022, été 2022, ça a super bien marché. Après, forcément, il y en a avec qui ça marche mieux que d'autres, il y en a qui testent, il y en a qui restent, il y en a qui partent. Et du coup aujourd'hui c'est encore un truc que je fais, même si je pivote sur d'autres prestations. Mais voilà, ça c'est un type de prestation, un exemple de Oui, il y avait de la création de contenu comme toute entreprise, mais c'était une offre idéale pour ce type de client. Voilà, c'était ça. Si on veut aller plus loin, on va prendre ce même type de client et maintenant on va lui dire tu vois les limites qu'il y a eu sur le recyclage. Peut-être qu'il n'y avait que quelques vidéos qui ont bien marché, peut-être qu'il y a une faiblesse ici, une faiblesse là. Maintenant, moi, ce que je te propose, c'est qu'on fasse vraiment du sur-mesure. Moi, je te donne les textes, tu les fais vraiment, je te donne les textes à faire sur mesure. Toi, maintenant, tu vas les tourner, tu me les envoies, on te fait le montage, on les met avec des appels à action vers ton Calendly pour réserver des appels téléphoniques avec toi ou vers ta liste email. On va capturer des leads. On met un lien pour traquer qui vient de TikTok, d'Instagram grâce à ces vidéos-là et voir le retour sur investissement que tu as. Voilà, ça c'est des offres vraiment que vous faites spécialement par rapport à une cible. C'est différent de la plupart des CM qui vont juste faire un truc standard et qui vont proposer tout le monde, pareil à tout le monde en fait. C'est ça que je veux vous expliquer. C'est dur de donner un exemple pour chaque entreprise, mais pareil là, tout ce qui est e-commerce et tout, vous pouvez faire des super offres avec tout ce qui est créateur UGC, vous occupez de tout sur le compte avec une équipe de créateurs et tout, parce que vous pouvez pas tout faire vous-même non plus, ou voilà, si vous avez envie de faire vous-même la création, vous pouvez le faire aussi, mais il y a beaucoup de choses à faire. Là j'ai fait une vidéo où je parlais d'OnlyFans aussi, il y a beaucoup de choses à faire avec ce réseau social là, donc oui on est sur du contenu plus adulte, mais voilà, c'est un peu la nouvelle génération de téléphone rose, de Playboy, tout ça, aujourd'hui ça se passe sur OnlyFans, et pour faire la promotion d'un compte OnlyFans, il faut ramener vers le compte OnlyFans, parce que OnlyFans n'a pas de moteur de recherche comme YouTube ou quoi, c'est juste un lien, un compte, et pour ramener vers ce lien et ce compte-là, il faut avoir des réseaux sociaux développés. Et c'est là que vous entrez en jeu et que vous développez les réseaux sociaux de modèle OnlyFans, et que vous pouvez lui amener du trafic, faire grossir ses réseaux sociaux, son Instagram, son TikTok, etc. Donc ça, c'est des offres aussi, et vous pouvez travailler au pourcentage, ça se fait beaucoup sur OnlyFans, parce que vous gérez tout l'écosystème, mais bon, ça, j'en parle dans la vidéo sur OF. La vidéo sur OnlyFans, je vous renvoie dessus parce que j'en parle dedans déjà. Et un truc qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'une offre idéale, elle se fait aussi à partir alors la spécificité de la niche, comme je vous ai dit, mais aussi à partir du client idéal. Et le client idéal, c'est pas forcément juste quel est mon client idéal, ok, c'est une pâtisserie qui génère 500 000 euros de chiffre d'affaires annuel minimum. Ça peut être une partie du client idéal, mais il y a d'autres choses à comprendre dedans, c'est que le client idéal, il est déjà en termes d'état d'esprit. C'est-à-dire qu'il y a des clients qui vont être vraiment très très chiants, qui vont être insupportables, qui vont vous être sur le dos, qui vont pas vous faire confiance, qui vont vous donner des ordres, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui vous prennent pour votre salarié, c'est-à-dire ils vont... Avant même de commencer, ils vont vous dire moi il me faut tant de publications, tant de stories, ils ont tout décidé à votre place. Ça déjà c'est pas un bon client, c'est pas un client idéal, c'est chiant. Quand vous faites du CM, moi je vous conseille, même de la prestation de manière générale, je vous conseille d'être seul maître à bord.
C'est vous qui faites la stratégie, c'est vous qui décidez de ce qu'on va mettre. Évidemment, c'est en équipe avec le client pour savoir voilà, quel sujet, qu'est-ce qu'on dit pas, mais c'est pas à lui de choisir combien de publications on va faire, qu'est-ce qu'on va faire comme ci, qu'est-ce qu'on va faire comme ça. Ça commence très mal. Donc déjà, le client idéal, c'est, pour votre offre idéale, c'est un client qui vous laisse mettre votre stratégie en place parfaitement comme vous le désirez. C'est un client qui vous fait confiance et c'est pas un client qui vous est dessus toute la journée, qui a des peurs et qui est embêtant. Donc déjà, ça commence par là. Pour votre offre idéale, ça sera déjà beaucoup plus simple. C'est aussi forcément un client, parce que je vois beaucoup de personnes qui essaient de vendre des offres, mais à des entreprises qui débutent beaucoup trop et qui n'ont pas validé leur marché, qui n'ont pas validé leur offre, qui n'ont pas validé leur prix, qui n'ont rien validé du tout en fait, qui font pas d'argent. Et ces entreprises-là, des fois, elles brûlent les étapes, elles veulent un community manager et des prestataires parce qu'elles pensent que ça va être leur sauveur, c'est ce dont elles ont besoin. Ah, si mon activité marche pas, c'est parce que j'ai personne qui s'occupe de mes réseaux sociaux. Et c'est faux. En fait, si leur activité ne marche pas, c'est de leur faute parce qu'ils n'ont déjà pas validé leur marché, ils n'ont pas validé leurs produits, leurs services. Et ça, vous n'en voulez pas comme client, c'est des clients galères. C'est des clients vraiment galères, c'est des clients qui vont être chiants, c'est des clients qui ne vous payent pas, c'est des clients qui n'ont pas de budget, c'est super compliqué. Donc ça, faites attention, ces clients à éviter absolument important, c'est ceux qui a le plus sur le marché, c'est ceux généralement qui sont le plus accessibles, et ceux qu'on voit le plus, c'est normal, c'est ceux qui sont le plus nombreux. Mais c'est des clients, voilà, faut viser quand même au-dessus des personnes qui commencent à avoir du budget, qui commencent à faire tourner la machine, et c'est généralement les clients qui commencent à avoir un intérêt à recruter. Après, un client idéal, c'est aussi par rapport à ce que vous comptez faire dans votre offre. Si par exemple, vous voulez gérer tous les réseaux sociaux d'une entreprise, parce que c'est dans votre offre et vous voulez faire vraiment prendre en main tout l'écosystème social, et que vous, votre client, il débarque, il a déjà des prestataires en place sur certains postes que vous pouvez couvrir dans votre offre, ça sera peut-être pas un client idéal, ça sera peut-être pas évident pour vous, parce que dans votre stratégie, c'est important de tout pouvoir gérer. Donc là, ça sera peut-être pas idéal non plus. Ça veut pas dire que vous pouvez pas travailler avec lui, mais voilà. Donc quand votre client idéal, c'est vraiment celui qui vous permet aussi de travailler dans les meilleures conditions possibles. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir mettre en place aussi votre offre idéale et vos résultats idéaux également. Donc pour l'offre, voilà, c'était le point que je trouvais important. Ensuite, comment est-ce que je trouve ces clients-là? C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, ça a toujours été, qui créent du contenu et qui attendent que les clients viennent à eux. Alors ça, c'est vraiment l'idéal. Et généralement, c'est ce que vendent les coachs, ceux qui vendent des formations sur les réseaux sociaux. Voilà, ils vous disent, créez du contenu, les gens viennent à vous. Alors oui, c'est vrai, c'est possible. Sauf que ça se fait rarement en 1 ou 2 mois comme ça, à part vraiment être très très bon, avoir eu aussi de la réussite, parce que des fois on contrôle pas tout, et arrive à faire le buzz, trouver votre client idéal, il vient, il vous contacte, voilà. Ça peut arriver. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la plupart des cas, c'est pas le cas. Vous allez sur Instagram, vous tapez Community Manager et vous allez voir qu'il y a énormément de Community Managers qui créent du contenu. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Il y en a beaucoup qui sont bons, qui font des très beaux contenus, c'est attirant, les conseils sont pertinents, tout ça. Mais il y a tellement de monde et de concurrence que c'est compliqué de sortir du lot. C'est compliqué de trouver des clients comme ça. Et surtout, c'est compliqué d'attirer le client idéal. C'est compliqué d'attirer le client idéal de cette manière-là parce que on ne contrôle pas qui vient à nous. Donc moi, dans la prospection, ce que je recommande pour trouver des clients, c'est vraiment utiliser les deux facettes. C'est-à-dire la création de contenu, c'est bien, mais aussi d'aller démarcher. Et les deux peuvent être liés. Par exemple, tu fais un compte Instagram, ok, c'est super, mais il faut que tu t'en serves de vitrine pour aller démarcher des entreprises. Tu peux aller démarcher sur Instagram des entreprises, tu peux les démarcher aussi par email. Tu peux les démarcher de plein d'autres manières dont je vais vous parler après. Donc la création de contenu, peut-être, faut continuer à en faire. Peut-être qu'à un moment donné, ça va vous apporter des clients, ça c'est super, tant mieux. Mais faut pas attendre après ça. Faut s'en servir aussi comme vitrine et aller prospecter, aller de l'avant. Pareil, j'ai fait une vidéo là sur YouTube. Enfin, j'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet de YouTube parce que je vois qu'il y a très peu de CM sur YouTube. C'est bête parce que YouTube, au même titre que des articles de blog, ça se référence sur le long terme. Vous en écrivez un aujourd'hui, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est toujours visible. Il y a moins de concurrents. Vos prospects peuvent vous trouver sur des mots-clés.
Enfin bref, vous êtes sur un océan bleu sur YouTube, il n'y a personne, il n'y a aucun CM et tout le monde s'entasse sur Instagram. Et je peux vous assurer que des vidéos, si vous en faites une par semaine, au bout d'un an, vous en avez 52, au bout de 2 ans, vous en avez 104, c'est ça, ouais. Du coup, je peux vous assurer que ces vidéos, elles vont, sur le long terme, vont vous apporter des opportunités, c'est certain. Et vous pouvez même les utiliser dans votre prospection quand vous envoyez des messages, des mails. Bah tiens, j'ai fait une vidéo sur ce sujet sur ma chaîne YouTube. Vous envoyez des liens de votre chaîne YouTube. Enfin, ça, c'est super intéressant. Vous pouvez même envoyer des liens vers votre chaîne YouTube à plein de prospects de votre niche, leur dire, bah écoute, voilà, moi je travaille dans ce domaine-là, j'ai une chaîne YouTube. Ça coûte rien d'aller voir, puis eux, ça peut les intéresser d'eux-mêmes de réserver un appel avec vous. Enfin, ça peut énormément vous servir. Parce que vous pouvez développer encore plus votre expertise, tout ça, et ça, c'est super intéressant. Donc, moi, je vous conseille de faire une chaîne YouTube. Les articles de blog, c'est cool aussi, mais il y a plus de concurrence sur le blog que sur le YouTube. Mais vous pouvez faire les deux, articles de blog. Avec les IA, ça peut aller assez vite. Et derrière, bon, après, c'est un autre métier. La rédaction web, c'est quand même technique, c'est un autre métier, mais bon, vous pouvez quand même tenter. Et moi, à l'époque, j'avais des blogs, j'avais pas mal de visites, et pourtant, je n'étais pas un expert en SEO. Et derrière, vous les recyclez, vous utilisez les textes de ces blogs, de ces articles de blog pour faire des vidéos YouTube. Et vidéos YouTube, vous pouvez les recycler en Reels, en TikTok, etc. Et ça, c'est super intéressant pour trouver des clients. Si vous n'osez pas vous montrer, bah, vous faites des slides sur Canva. Moi, vous allez sur ma chaîne YouTube, les vidéos les plus populaires, c'est des slides que j'ai fait sur Canva. On ne me voit pas dessus, donc il n'y a aucun problème avec ça. Et voilà, la création du contenu, c'est super. Par contre, allez de l'avant. L'une des meilleures manières de trouver des clients rapidement aujourd'hui, c'est encore d'aller dans des événements d'entreprise, faire partie des réseaux d'entrepreneurs. Dans chaque ville, dans les grandes villes, tout ça, ou même dans des plus petites, il y a toujours des événements où il y a des rassemblements d'entrepreneurs, des salons, il y a des salons de l'immobilier, il y a des événements sur le business en ligne, il y a des événements sur tel ou tel truc. L'autre fois, ma community manager est allée à la Japan Expo, ce qui n'a aucun rapport avec de prospecter des entreprises et tout. Et il y avait un gars là-bas qui avait un projet par rapport à du jeu vidéo, qui cherchait un community manager, elle a eu son contact, et c'est un gros projet elle aurait peut-être jamais pu parler au mec par email, tout ça, et elle l'a vu en vrai, et elle a pris son contact, et peut-être qu'elle va travailler avec. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose de super intéressant dans tout ce qui est événement comme ça. Parce que vous pouvez networker directement avec les personnes. Donc dès qu'il y a des trucs, des apéros d'entrepreneurs, des networking, allez-y. Peut-être que peut-être qu'il y en a pour les plus introvertis, ça va faire peur, ou on n'aime pas ça. Enfin, moi je sais que ça me fait pas peur, mais c'est pas mon délire, c'est pas un grand plaisir d'aller dans des événements avec plein de monde et parler, tu vois. Mais je sais les opportunités que ça peut apporter, donc je fais quand même l'effort d'y aller quand il y en a ou quand je suis disponible pour ça. Et ça c'est intéressant et c'est super important de le comprendre, c'est ce qui va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Aujourd'hui même des gros, parce qu'il y en a, ils pensent beaucoup que les grosses entreprises, les grosses agences, les gros prestataires qui sont connus, ils ont plus besoin de rien faire pour trouver des clients, les clients viennent à eux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des fois, il y a des gros clients que vous voulez, ou des personnes avec qui vous voulez travailler, et qui viendront pas d'elles-mêmes à vous parce qu'elles vous ont peut-être pas déjà remarqué, ou elles ont pas eu l'idée d'aller vous contacter ou quoi. Et du coup, le truc le plus rapide, c'est que même ces gros-là, ils vont dans des événements, moi je reconnais, qui ont des grosses agences et tout, et ils vont quand même dans des événements, networker et trouver des clients, et ça va tellement plus vite. C'est là où vous trouvez les meilleurs clients. Ceux qui sont pas toujours disponibles quand vous appelez ou quand vous envoyez des messages ou des emails, ils sont dans les événements, vous pouvez parler directement avec eux, ils peuvent pas vous bloquer, ils peuvent pas vous ignorer. Ça c'est super intéressant. Donc allez dans des événements, faites du networking. Peut-être que vous êtes dans des petites villes, donc allez voir dans des grosses à proximité. Enfin, vous voyez, s'il y a des événements, faites partie de clubs d'entrepreneurs. Il y a la BNI, Business Network International. Il y a des clubs de BNI dans chaque ville. Vous tapez BNI sur Google. Et vous allez voir que dans la plupart des villes de France, il y a des clubs d'entrepreneurs comme ça. Vous pouvez y accéder. Enfin, faites du networking, c'est super important quand on fait de la prestation de service. Peu importe les types d'entreprises, ça peut être le salon de l'immobilier, vous allez trouver des clients dans l'immobilier, enfin peu importe, allez-y. Ensuite, le business, la prospection physique aussi, toujours en physique. Vous pouvez aller démarcher des agences immobilières, des restaurants, tous les commerces de votre ville, vous rentrez, vous dites je veux parler à monsieur le décisionnaire, à monsieur X. L'objectif, c'est pas de lui vendre là tout de suite votre offre, c'est d'avoir un rendez-vous plus tard en expliquant ce que vous faites, ce que vous proposez, qui vous êtes et les bénéfices de travailler avec vous et que vous avez vu que vous pouvez apporter à cette entreprise-là pour attirer son attention et avoir son contact pour pouvoir avoir un rendez-vous où vous vendez par la suite. Ça, c'est super intéressant. L'autre fois, j'étais au téléphone avec une
une personne qui voulait se lancer dans le community management, et elle me dit qu'à la fin de son repas dans un restaurant, elle est allée régler l'addition à l'accueil, et puis au passage, elle a dit, bah écoutez, moi je me lance dans la création de contenu, je vois que vous faites des super plats et tout, est-ce que vous me permettez que je vienne faire quelques photos pour votre restaurant, tout ça, quoi. Et ils lui ont dit, ok, vas-y, viens, ils l'ont fait venir en cuisine, elle a sympathisé avec tout le monde, et juste parce qu'elle a eu l'audace, elle a osé, et après, ça lui a donné une opportunité potentielle de travailler avec ce restaurant-là. Et imaginez si à chaque fois que vous allez à la boulangerie, dans un commerce et tout, vous en profitez pour proposer ça, ben ça peut vous générer des opportunités, sympathiser avec la personne. Et ces personnes-là, ça se trouve, par email, vous n'aurez jamais répondu. Mais là, elles vous répondent parce qu'elles n'ont pas le choix, elles sont en face de vous, vous avez noué une relation. Donc c'est un peu comme en événement physique. Après, il y a aussi tout ce qui va être appel téléphonique, cold calling. Donc le cold calling également, c'est une sortie de zone de confort. On n'a pas envie de passer pour les démarcheurs là qui nous appellent à n'importe quelle heure de la journée pour nous demander si on veut une nouvelle assurance ou un nouveau forfait téléphonique. Mais ça reste très efficace et ça permet aussi. Alors des fois vous allez tomber sur la secrétaire, il va falloir passer le barrage de la secrétaire, arriver à avoir le décisionnaire, etc. Mais c'est quand même très efficace et il faut comprendre une chose, c'est que les personnes qui font tous ces trucs un peu plus embêtants, entre guillemets, tout ce qui est cold calling, tout ce qui est prospection physique, prospection événement, c'est des personnes qui trouvent des clients beaucoup plus vite et des clients très intéressants beaucoup plus vite que ceux qui attendent qu'on leur tombe dessus à travers du contenu. Vraiment. Après, le contenu à long terme, en termes d'image de marque, de notoriété, de visibilité, de valeur perçue, c'est super intéressant. Mais court terme, entre celui qui va chercher des clients comme ça en défonçant les portes, en physique, en appel, qui fait que ça, qui crée pas de contenu, et celui qui ne le fait pas et qui crée juste du contenu, le premier aura 10 fois plus de clients rapidement et bien meilleur, de bien meilleure qualité. Ensuite, il y a tout ce qui est email et messagerie de réseaux sociaux. Ça, c'est le plus facile parce que c'est moins une sortie de zone de confort. C'est le truc tranquille. Vas-y, je vais juste envoyer un message. Je vais juste faire mon truc tranquille. Moi, c'est ce que j'ai fait beaucoup. Tous mes clients, je les ai eus par email parce que je ne pouvais pas les avoir en physique et au téléphone. C'était des coachs en ligne, des formateurs, tout ça. Donc, forcément, j'avais pas le choix, c'était email et messagerie. Mais il y a beaucoup de gens qui vont des fois faire beaucoup de mails et de messagerie de réseaux sociaux sur des business qui sont physiques. Et là, en fait, la prospection physique, ça pourrait être une meilleure solution potentiellement, ou aller dans des événements ou des choses comme ça. Donc ça, c'est dommage. Mais ça reste une bonne solution aussi. J'ai fait des vidéos sur ces sujets-là de toute façon. Mais voilà, faut comprendre une chose, c'est que aujourd'hui, vos stratégies pour acquérir des clients, il n'y en a pas 30 000. Hein. C'est soit vous allez défoncer les portes, soit vous créez du contenu et vous attendez que les gens tombent sur vous, mais ça peut prendre beaucoup de temps. Il faut être très bon sur le contenu. Il faut vraiment être très bon, que ça vraiment que ça pénètre dans l'esprit des gens, que ça les fasse aller vous contacter et tout. Donc le mieux, c'est de faire les deux. Parce que long terme, en effet, en termes de valeur perçue, quand vous avez pas mal de visibilité grâce à votre contenu, des abonnés, que vous êtes une autorité dans le domaine, en effet, là, ça pèse dans la décision des clients entre vous et les autres. Mais au tout début, faut aller démarcher, voilà. Et le top du top, c'est de faire les deux, et de toujours faire les deux. Ça veut dire que quand vous avez de l'autorité grâce à votre contenu, c'est pas pour autant qu'il faut pas aller dans des événements physiques. Et c'est pas parce qu'au début vous faites que de l'événement physique, faut pas commencer à créer du contenu. Comme j'ai dit, YouTube, tout ça, c'est une super idée de s'en servir. Donc ça, c'est super important à comprendre. Ensuite, au niveau des prix pour ces clients-là, des prix, après je parlerai de la vente, mais pour les... Hop, désolé, petit problème de micro, c'est réglé. Donc j'étais en train de parler des prix du coup. Au niveau des prix, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont incomprises au niveau des tarifs. Par où commencer? Il n'y a pas de logique derrière les tarifs en fait. Si vous voulez, il y a beaucoup de community managers, de prestataires de services qui vont beaucoup se prendre la tête avec les tarifs. Je ne sais pas quel tarif mettre sur mes offres. Et en fait, il n'y a pas de réponse. Si vous ne trouvez pas de réponse claire, c'est qu'en fait, il n'y a pas de réponse claire. C'est parce que ça dépend de 1 million de choses, si vous voulez. Ça dépend de tellement de choses que c'est pas possible
d'exactement savoir bah voilà, comment faire, comment dire. En fait, vos tarifs, ils, quand vous allez dans un magasin de sacs, voilà. Quel est le prix d'un sac à main? Excusez-moi, hein, je réfléchissais, mais quel est le prix d'un sac à main? Voilà. Vous allez dans une boutique Vuitton, une boutique Hermès, vous avez des sacs à main à plusieurs milliers d'euros, voire plus, ou des éditions limitées à des prix qui coûtent plus cher que des voitures ou des maisons. Et il y a des gens qui les achètent ils sont sold out et ils en ont plus, quoi. Au bout de 2 jours, quoi, ou même de 24 heures, ou de 10 minutes, ou ça. Et pourquoi est-ce qu'ils arrivent à vendre des sacs à ce prix-là alors qu'on peut aller chez Decathlon ou chez Zara, il y a des sacs à 10 balles, puis voilà. Ben, en fait, c'est la valeur perçue de la marque, en fait, si vous voulez. Et c'est pareil quand on fait de la prestation de service. Quelle est votre valeur perçue sur le marché? C'est-à-dire que des fois, il y a des personnes qui vont être capables d'aller payer plus cher un concurrent qui fait exactement la même chose que vous, voire moins bien, juste parce que sur le marché, il a une valeur perçue plus élevée. Et ça c'est déjà arrivé à une des élèves que j'accompagnais. C'est-à-dire qu'elle, elle débutait, donc elle n'avait pas encore une valeur perçue très haute sur le marché, forcément. Et elle avait un client sur lequel elle faisait des reels, du montage de reels, tout ça, et de la publication sur TikTok, Insta, etc. Et il y avait une agence concurrente qui avait une grosse autorité sur le marché, qui avait lancé une offre comme ça, et qui proposait un prix 3 fois plus élevé pour 2 fois moins de reels créés. Et le client a préféré partir faire l'agence que rester avec la fille en question. L'ironie, c'est que le client n'a pas eu plus de résultats avec l'agence qu'elle payait 3 fois plus cher pour 2 fois moins de résultats, pour 2 fois moins de contenu qu'avec mon élève. Et ça, c'était assez marrant à observer, quoi. C'était la personne, fallait absolument qu'elle aille avec cette agence parce que c'était eux qui travaillaient avec un tel. Ils étaient autorités sur le marché et il fallait absolument qu'elle y aille. Et vous voyez, la puissance d'être une autorité sur le marché vous permet juste de vendre plus cher. Et ça, il y a plein d'exemples. J'ai plein d'exemples comme ça d'agences qui ont un peu pignon sur rue, qui sont dans des réseaux d'entrepreneurs qui font beaucoup d'argent, qui ont des notions un peu décorrélées de la réalité. Voilà, c'est pas rare voilà, il y a des entreprises, des réseaux d'entrepreneurs dans lesquels c'est pas incroyable pour eux d'acheter du community management à 6 000 € par mois. Alors que la plupart des entreprises, il y en a beaucoup à 6 000 € par mois, elles vont croire que c'est une blague, quoi, tu vois. Donc, et pourtant, il y a des types d'entreprises pour qui c'est normal. Donc, en fait, tout dépend aussi votre prix de qui vous allez toucher. Qui est-ce que vous allez toucher? Une même offre, en fonction de votre cible client et en fonction de la valeur perçue que vous allez sur le marché, bah, elle aura pas le même prix, vous ne pourrez pas la vendre au même prix. Donc ça, faut bien le comprendre. Il n'y a pas de logique derrière vos prix. Après, si on doit faire quand même euh, une généralité, moi, ce que j'observe, c'est que la plupart des CM, ils vont être entre les 500 et 1000 € par mois, généralement. La fourchette haute des CM peut être entre 1000 et 1005, mais rarement plus. À part si vraiment à part si vraiment ils sont en taux horaire et qu'il y a un boulot monstre à abattre tout seul et que c'est limite pour plusieurs personnes. Euh, et sinon, voilà, en dessous de 500 € c'est plus rare parce que après il y a toujours des débutants qui cassent les prix ou alors généralement ça va être des personnes d'autres pays francophones d'Afrique qui sont pas très chers, qui peuvent un peu, mais à ces prix-là généralement ils peuvent pas se permettre de faire un méga travail de qualité qui prend du temps parce qu'il serait pas rentable, c'est pas possible à ce prix-là que ce soit intéressant d'abattre un boulot monstre, un gros boulot pour ce prix-là, quoi. Donc généralement, moi ce que j'ai vu, c'est quand vous débutez, si vous voulez être un peu dans la moyenne, si vous voulez avoir une idée que ça vous rassure, vous savez qu'entre 500 et 1000 €, ça reste des prix sur lesquels la plupart des entreprises payent, qui vont vous permettre, vous, de vivre, parce que si vous avez 3, 4, 5 clients à 750 €, bah, vous pouvez déjà vivre de votre activité si vous êtes seul et en micro. Après, si vous avez des clients à ce prix-là qui vous disent que c'est trop cher, ne cherchez même pas à travailler avec. Un client qui vous dit que une prestation entre 500 et 1000 € c'est cher pour lui, c'est qu'il n'a rien à faire avec un prestataire de service, comme je vous l'ai dit avant. Une entreprise qui n'est même pas capable d'allouer quelques centaines d'euros par mois à sa présence sur le digital, à des prestataires de services, c'est une entreprise qui est pas en forme, quoi. C'est pas une vraie entreprise.
Une entreprise, ça fait de l'argent. Une entreprise, quelques centaines d'euros de frais par mois, c'est rien normalement, quand tu as une boîte. Une vraie boîte qui tourne, ce n'est rien. Une personne qui n'a pas les moyens ou pour qui c'est cher, ça veut dire que son entreprise, c'est pas un truc sérieux, validé sur le marché, qui fait de l'argent, c'est pas intéressant comme client. Et d'ailleurs, vous pouvez lui dire, moi, une personne qui me dit qu'à ce prix-là c'est cher, je lui dis écoute, c'est pas que c'est cher, c'est que c'est ton entreprise qui n'est pas en place. Une entreprise, c'est censé faire de l'argent. Une entreprise, quelques centaines d'euros de frais par mois, c'est pas censé être une somme. Donc c'est certainement que ta priorité, elle n'est pas sur trouver des prestataires, elle est sur vraiment aller faire de l'argent, valider ton offre, valider ton marché, et peut-être revenir plus tard pour prendre des vrais prestataires qui te font des vraies prestations pour aller optimiser ta présence sur le digital. Mais une personne qui vous dit que c'est trop cher, quelques centaines d'euros, qu'elle n'a pas les sous, qui va vous proposer des prestations à 300 balles, j'essaie de rester poli, mais dites-lui que c'est pas pour vous. Aller chercher d'autres personnes à exploiter, mais que vous, c'est pas votre truc, quoi. Donc voilà, le prix, comprenez bien que ça dépend de tout ça. J'ai fait une vidéo complète sur le prix, tout ce que vous devez savoir dessus. C'est une vidéo qui dure à peu près 20 minutes sur le prix. Vous cherchez sur ma chaîne YouTube, vous tapez le mot-clé prix ou tarif, c'est la vidéo la plus longue, où j'explique bien ça, en fait, bien en détail tout ça. Et en fait, il n'y a pas de réponse. Vous créez votre offre idéale, votre offre parfaite, et cette offre parfaite, dites-vous que c'est une offre que vous pouvez aller... sur le court terme, peut-être que vous n'allez pas réussir à la vendre vraiment, à toucher les clients idéaux qui ont énormément de budget et tout ça. Mais vous allez peut-être réussir à la vendre pour dans la fourchette que je vous ai dit, peut-être aux alentours des 1000 euros, dans la fourchette haute entre 500 et 1000 euros, peut-être entre 800 et 1000, 750 et 1000, ou peut-être à 1000, 1002, 1005. Peut-être que ça sera compliqué au début d'aller chercher plus, mais dites-vous que cette offre ultime, si vous arrivez à trouver derrière, en allant, comme je vous ai dit, prospecter, événements, augmenter votre valeur perçue sur le marché grâce à votre contenu, vous allez pouvoir vendre cette même offre à 3, 4 000, 5 000, 6 000, plus. Il y en a, ils vendent des offres à 7, 8 000 en CM, enfin bref. Vous pouvez aller très très loin sur du community management. Donc ça dépend que de vous. Et après, il y a plusieurs manières de faire le pricing en termes de taux horaire, en termes de taux journalier. Moi, je suis pas fan. Généralement, c'est des tarifs fixes au mois. Après, dans certains cas, vous pouvez le faire au pourcentage. Tout à l'heure, je parlais de OnlyFans. OnlyFans, ça se fait beaucoup. C'est-à-dire, on fait 50-50 avec la personne, mais on gère tout l'écosystème et on travaille qu'au pourcentage, il n'y a pas de fixe. Ça se fait. Après, quand on débute et tout, ça peut être compliqué parce qu'on ne connaît pas trop et ça peut prendre du temps. Mais quand vous connaissez parfaitement votre cible et que vous savez de ce dont vous êtes capable, travailler au pourcentage, ça peut vous rapporter aussi énormément. Ça peut être un fixe plus pourcentage. Ça peut être genre la prestation, c'est 3000 euros plus 10% des résultats de la vente, quoi. Qui sera généré par mois. Donc voilà, mais je trouve ça plus intéressant quand vous gérez tout l'écosystème de réseaux sociaux plutôt que juste un, quand vous travaillez au pourcentage. Donc voilà, pour les prix, moi c'est mon avis là-dessus. Et après il y a la partie vente. La partie vente, c'est là où beaucoup de CM vont échouer. J'ai fait une vidéo pareil où je vous explique comment bien vendre au téléphone, tout ça. C'est la partie où beaucoup échouent parce qu'en fait, ils pensent que vendre, c'est juste dire bonjour monsieur, madame, moi je suis CM, voici ce que je propose pour vous. Ils vont faire un détail technique de la prestation, est-ce que ça vous intéresse? Généralement, la personne va dire attends, je réfléchis, je reviens vers toi, elle revient pas ou alors dans longtemps. Et en fait, c'est pas comme ça qu'on vend. Si vous voulez, la vente, c'est un métier à part, il y a des gens, c'est leur métier, ils font que ça. Et c'est important quand même de comprendre les bases, donc je vous ai fait une vidéo là-dessus, je vous invite à aller la voir, mais déjà la vente, il y a une phase de préqualification, c'est-à-dire vous n'allez pas faire un appel, perdre du temps en appel avec une personne qui n'est pas intéressante, c'est-à-dire que même avant même d'avoir la personne au téléphone, il va falloir, à partir d'un échange écrit avec la personne ou à partir par exemple d'un formulaire, préqualifier cette personne. Si la personne vous dit, écoute, moi je débute mon entreprise, j'ai pas trop de budget, je cherche un community manager pour toucher des clients sur Instagram, je sais pas moi, j'aimerais tant de publications, faire ci, faire ça. Donc en gros là c'est vraiment le pire client possible parce que pas de budget, il commence à vous dire, à vous donner des ordres, tout ça.
Ça va être, ne perdez même pas de temps en appel. Par contre, si vous avez quelqu'un qui vous dit, bah écoute, moi j'ai une boîte, on a généré tant d'argent, on est en place, on a déjà, on a plus de X milliers de clients, voilà. Là, ça va être intéressant. Et là, justement, bah, vous pouvez faire cet appel avec la personne. Donc là, ça va être intéressant. Là, c'est dans une optique où la personne vient à vous, mais quand vous prospectez, vous le voyez aussi. Vous voyez la notoriété de la marque, si elle fait de l'argent, si elle a l'air d'avoir des résultats clients, si elle a implémenté sur le marché un minimum, enfin voilà. Et puis au final, si vous ne le savez pas, bah, vous le voyez lors de la phase de questionnement. Lors de la phase de questionnement, parce que moi je divise les appels en 4. Donc au début, bah, il y a une première phase, on va dire, de l'appel où bah, vous posez le cadre. C'est-à-dire, bah, bonjour monsieur, madame, comment vous allez? Ah, vous habitez là, ah, super, nani, nana. Bon, je vous explique, cet appel il va se dérouler comme ci, comme ça. Est-ce que vous avez bien une demi-heure devant vous? Super. Donc, moi, je vous explique. Je vais vous poser des questions. À l'issue de ça, si si vous correspondez aux critères de ce que je propose et de ce que je recherche, bah, je vous proposerai mon offre qui répond justement à ce dont vous avez besoin, tralali, tralala. Est-ce que c'est ok pour vous? Oui, tatati, tatata. Donc ça, je le détaille plus dans ma vidéo, hein. Là je vais vite. Mais en gros, voilà, c'est vraiment la phase où on pose le contexte. Ensuite, après la phase de contexte, il y a la phase où on va poser les questions. Et ça, c'est la phase la plus importante, c'est la phase de qualification. C'est la phase qui va vous permettre de savoir si la personne, elle est vraiment intéressante. Ce qui vous permet de savoir si une personne est vraiment intéressante, pour moi, il y a 2 choses. C'est premièrement, est-ce qu'elle a le budget? Parce que si c'est pour se retrouver avec un débutant qui vous dit écoute, moi j'ai commencé mon entreprise il y a 1 mois, j'ai toujours pas eu de clients, mais je veux trouver un CM, tout ça, j'ai mis un peu d'économie de côté, c'est pas la peine. Et également, deuxième chose, si c'est une personne, parce que moi j'aime bien poser la question une fois qu'elle m'a donné, parce que les questions que vous allez poser, c'est quels sont vos besoins problématiques, est-ce que vous avez déjà mis en place, il y a pas mal de questions à poser, je vous le montre dans la vidéo pareil, à poser lors de cette phase-là pour bien voir le contexte du client, qui il est, ses besoins problématiques. Et moi, ce que j'aime bien demander, c'est, et du coup, tout ça, quand est-ce que vous aimeriez le régler? Quand est-ce que vous aimeriez remettre tout ça en place? Si la personne m'a dit, bah, moi, mon besoin, c'est ça, ma problématique, c'est ça, et j'ai besoin de ça, 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 je dis ça, quand est-ce que tu as envie de le mettre en place? Est-ce que c'est pour maintenant? Si la personne me dit, bah oui, 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 bah, évidemment, c'est le plus vite possible, super, on continue. Si la personne me dit, bah moi, je sais pas, là j'aimerais mettre ça en place en priorité, c'est pas la priorité, peut-être dans 3 mois, 4 mois. Là je lui dis écoute, moi ça va pas être possible, ça correspond pas à ce que je recherche, parce que moi je suis là pour passer directement à l'action avec mes clients. J'ai également d'autres personnes qui attendent, donc je peux pas me permettre d'attendre 3-4 mois pour travailler avec quelqu'un. J'espère que tu comprends. Et je passe à autre chose, quoi. Voilà. Moi, quand une personne au téléphone me dit qu'elle veut passer à l'action, parce que à la phase d'objection, qui est la dernière phase, bah ça, vous allez, de toute façon, vous pouvez pas y faire face, hein. Si une personne a décidé qu'elle passait pas à l'action tout de suite, parce qu'elle se trouve une tonne d'excuses, tout ça, alors vous pouvez aller appuyer sur les douleurs et la forcer, mais généralement c'est un truc casse-couille. Donc là, pour moi, déjà, à partir de la phase de questionnement, quand une personne vous dit je veux régler ce problème là tout de suite, et qu'elle vous a montré qu'elle avait quand même du budget et validé son offre, là c'est intéressant et vous pouvez aller plus loin. Et une fois que vous avez toutes les infos qu'il vous faut, boum, vous faites une phase de reformulation. Ok, donc si je comprends bien, vous, votre problématique c'est ça, vos besoins c'est ça, vous voulez passer à l'action directement. Moi ça tombe bien, j'ai l'offre adéquate pile poil avec ce que vous m'avez dit. Est-ce que ça vous intéresse de l'écouter? Enfin voilà, vous vous posez même pas la question si ça l'intéresse de l'écouter, mais bref, vous faites le pont avec ça. Là, vous donnez votre offre, vous expliquez votre offre, tout ça, tout ça. Vous laissez la personne vous poser des questions sur votre offre. Moi, j'aime bien. Je lui explique mon offre. Alors, l'offre, vous ne l'expliquez pas dans les détails techniques. Vous expliquez les bénéfices. C'est 2 choses différentes. Au lieu d'être là, bah ouais, on va faire 4 stories, 3 publications, on va répondre aux messages, machin. Non, on va faire une stratégie de contenu qui va permettre d'alimenter tous vos réseaux sociaux, d'être omniprésent régulièrement, qui va permettre derrière de convertir des leads vers votre webinaire, vers vos appels téléphoniques, etc., peu importe, et vous permettre d'avoir des clients. On s'occupe de tout, que ce soit sur la stratégie, la création de contenu ou l'animation de la communauté. Ça, c'est des bénéfices qui vont lui permettre d'avoir un gain de temps, d'argent,
et d'énergie, parce que vous vendez sur ces trois choses. Quand vous vendez quelque chose, peu importe, vous vendez sur le gain de temps, le gain d'argent et le gain d'énergie, et surtout en prestation de service. Et après, dans une moindre mesure, vous pouvez aussi vendre sur du statut social ou des choses comme ça. On en revient aussi à la pyramide de Maslow, si vous connaissez, quoi. Et du coup, la personne va vous demander, ah ouais, et les détails techniques, c'est elle qui vous les demandera si elle les veut. Ah ouais, alors tac, comment... Donc là, on est dans la phase, voilà, la troisième phase, et elle va vous dire, bah ouais, alors combien on fait de posts, comment ça marche pour ci, le contenu, comment tu le fais, t'as besoin de mes infos, tout ça, tout ça. Et là, ça vous répondez, voilà, vous pouvez répondre, mais les détails techniques, c'est eux qui vous les demandent. Et à un moment, il y aura peut-être plus de questions, et va venir la question fatidique, quel est le prix? Parce que ça, vous ne l'aurez pas dit, c'est à lui de vous demander le prix. Et c'est là que ça commence à être marrant, c'est que c'est là où peut commencer à venir l'objection. On dit souvent que s'il n'y a pas d'objection après le prix, c'est que le prix était trop bas. donc des fois, ça passe. Des fois, vous allez dire, écoute, le prix est de 2000 € par mois pour cette offre. Et le client va faire, ah ok, c'est super, très bien. Et là, vous lui dites, ok, on est parti alors, vu que tu m'as dit que tu voulais le mettre le plus vite possible en place, je pense qu'on a plus de temps à perdre ensemble, c'est bon, quoi. Mais des fois, ils vont dire, ouais, je pensais, j'avais un autre budget pour cette prestation-là, ou, ah ouais, c'est un peu cher, c'est hors budget pour moi. Et là, faut pas vous justifier, se justifier, c'est se crucifier, faut pas commencer à dire, oui, non, mais attends, moi je travaille beaucoup derrière, je fais ci, je fais ça. Non, c'est ok, très bien. Donc, est-ce qu'on parle d'un manque de budget, c'est-à-dire si tu mets la carte bleue, ça peut pas débiter, ou est-ce que tu as le budget, mais c'est au-dessus de ce que tu voulais mettre et tu t'attendais pas à ça, mais tu as le budget. Donc déjà, il faut être clair là-dessus. Il faut être clair sur ces deux choses. Ensuite, il faut être clair si c'est vraiment l'offre qu'il souhaite. Il faut voir la valeur perçue qu'il a aussi de cette offre, de ce qu'il imagine, et si tout convient. Parce que, ok, le prix bloque, mais est-ce que tout le reste est ok? Si tout le reste est ok, c'est juste le prix qui bloque. Et est-ce que si le prix convenait, est-ce que si on trouve un prix qui convient, tu me dirais, ok, on est parti. Il me dirait oui. Tu vois, il va dire oui, la personne. Et là, vous pouvez dire, ok, c'est quoi le prix qui conviendrait pour qu'on parte ensemble? Et là, il peut vous dire un prix. Là, je vous donne un exemple de traitement d'objection, mais il y en a plein de types de. Il y a le fameux OK, trop cher par rapport à quoi, ou à quel budget tu t'attendais, tout ça. Juste pour voir où il se situe, déjà, c'est intéressant. Si vous sortez un truc genre 200 balles par mois, voilà, laissez tomber. Mais après, voilà, j'ai fait une vidéo complète sur les objections. Vous pouvez aller la voir, ça sera plus complet, plus intéressant. Mais c'est comprendre voilà, les objections. Également, si dans l'appel, il vous dit « moi, c'est pour tout de suite », et qu'ensuite, dans l'appel, dans les objections, il vous dit « je dois réfléchir » ou « c'est ok, mais c'est pour plus tard, pas tout de suite », là, il faut le remettre face à ce qu'il vous a dit dans la phase de formulation. La phase de formulation est super intéressante, justement, par rapport à ces objections à la fin, parce que vous pouvez revenir sur ce qu'il vous a dit, et des fois il y a des trucs qui sont pas congruents, quoi, qui se contredisent, donc ça c'est assez marrant. Et ensuite à la fin de la phase d'objection, soit vous réalisez la vente, soit ça a échoué, quoi. Après c'est possible de faire l'appel en 2 fois, voilà, la personne a vraiment besoin de réfléchir, peut pas prendre une décision maintenant, et vous allez organiser un deuxième appel, quoi. Voilà, ça c'est possible également. Mais voilà, il y a plein de choses sur la vente, mais vous voyez que c'est un peu plus structuré et stratégique et technique que juste, je vais pas tout détailler là, ça serait une formation complète sur la vente, mais que juste, bonjour monsieur, donc moi je suis CM, voilà l'offre que je voulais vous faire, je vous ai envoyé un devis, et puis voilà quoi, qu'est-ce que vous en dites, est-ce que ça vous intéresse? Ça c'est pas vendre, c'est juste je montre mon truc et puis voilà. Après, si la personne est vraiment chaude et elle a accroché à vous, ça peut marcher, hein. Mais dans la plupart des cas, c'est pas du tout optimisé pour bien vendre. Donc ça, c'est vraiment super important de le comprendre parce que il y a beaucoup de prestataires de services qui font mal ça, qui le comprennent mal, qui font ça de très mal, et tout le travail en amont, si vous faites la création du contenu, à vous prospecter, tout ça, tout le travail qu'on a vu, vous faites votre offre et que vous arrivez à l'appel mais vous faites n'importe quoi dans l'appel, ça casse tout en fait. C'est comme arriver devant les cages en finale de Coupe du Monde, vous avez dribblé tout le terrain et vous mettez la balle à côté des cages, quoi. C'est exactement pareil. Donc c'est important d'être bon sur cette dernière partie. Sachant que la vente,
plus vous serez une autorité sur le marché, plus vous aurez une valeur perçue haute dans les yeux de vos prospects, plus vous aurez des exemples de clients connus qui ont le même type d'entreprise que votre prospect et sur lesquels vous aurez des résultats, plus ça sera facile de vendre en fait. Voilà. C'est aussi simple que ça également, c'est que plus vous serez une autorité et une forte valeur perçue dans la tête du prospect, plus ça sera facile de vendre vos offres également. Ça, c'est important de le comprendre. Mais bon, au début, voilà, faut être bon, faut combler ça. On va dire que vous pouvez, plus vous êtes connu sur le marché, plus vous pouvez vous permettre que votre vente soit mauvaise, et inversement, quoi. Ça veut pas dire qu'il faut négliger sa vente, hein. Faut toujours être le meilleur possible, mais on va dire qu'une personne qui a une certaine autorité, elle a plus trop besoin de vendre, quoi. Parce que les clients viennent tout seuls. Au début, il faut vraiment être très très bon dessus. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc voilà, là, c'était un petit podcast que je voulais faire avec vous sur tout ce qui est offre, trouver des clients, les prix, la vente. En complément, vous pouvez aller voir les différentes vidéos, les différentes playlists que j'ai fait. Il y a aussi la formation offerte dans la description, que vous pouvez aller checker. Elle dure 3 heures, il y a tout qui est en détail aussi. Donc voilà, je vais faire régulièrement des petits podcasts comme ça. Dites-moi si ça vous plaît. Bon, évidemment, je sais que c'est long. Évidemment, je sais que je ne suis pas le meilleur orateur du monde et que je ne suis pas le plus captivant, mais je pense que les conseils sont quand même pertinents. Je pense que je donne quand même des conseils très intéressants par rapport à ce qu'il y a sur YouTube, sur le community management, parce que généralement, c'est pas trop en détail ou c'est pas très original. Moi, j'essaie de trouver des trucs un peu plus originaux, aller un peu plus dans le détail sur certains points, trouver des trucs qu'on trouve pas ailleurs. Donc je pense que c'est quand même intéressant. Voilà, ceux qui arrivent au bout du podcast seront peut-être les personnes les plus intéressées par le sujet ou seront prêts à vraiment être là juste pour les infos qui y sont. Donc voilà. Mais je pense qu'en x2, en regardant les timecodes, tout ça pour arriver où vous voulez, ça sera cool. Donc voilà, SM, écoutez, c'est la fin de ce deuxième podcast. J'espère que ça vous a plu. J'en ferai certainement d'autres. J'aime bien ce format, ça permet de détailler des sujets sans se prendre la tête à couper au montage. Voilà, tu peux juste parler comme ça. Donc voilà, écoutez les CM, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo, un prochain podcast. D'ici là, déchirez tout. Ciao.